La lueur de l'aube blanchissait lentement les fenêtres de la chambre. Assise dans son fauteuil, emmitouflée dans ses couvertures, Christie veillait encore. Seule la crainte de s'endormir et de se retrouver de nouveau dehors l'avait tenue éveillée. Ses membres étaient ankylosés. Elle devait savoir ce qui se cachait dans l'ombre et quel démon l'attendait. Était-ce l'esprit de corps Mancrière, ressurgi du passé pour la posséder? Par ailleurs, n'était-elle pas en train de perdre la raison? Il fallait être fou pour croire à ces légendes. La lumière du jour n'eut d'autre effet que de la plonger dans une stupeur plus profonde. Prostrée, les yeux fixés sur la fenêtre, elle perçut les voix de ses parents en rez-de-chaussée, mais ne sortit pas pour autant de sa léthargie. À 11 heures, la porte de sa chambre s'ouvrit et sa mère surgit. Ah, tu es là, ma chérie, lui dit-elle avec entrain. Nous nous demandions si tu dormais encore. Scott est-il parti tard hier soir? Christie tourna lentement vers sa mère un regard éteint. Alarmée, Madame Moncrieff s'approcha de sa fille et posa sa main sur son front. Tu te sens bien? Christie murmura. Je suis pas malade. C'est vrai, tu n'as aucune fièvre. T'es-tu disputé avec Scott? Non. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller. Une migraine? Les questions de sa mère eurent le don de la ramener à la réalité. Christie se redressa dans son fauteuil. Ça ira, maman, ne t'inquiète pas. J'ai dû faire de mauvais rêves. Je peux t'aider. Comment lui dire qu'elle avait l'impression de devenir folle, pensa Christie. Sa mère ne la croirait jamais si elle lui révélait ce lointain ancêtre venant de la tourmenter. Non, merci. Un instant, Madame Ankrief considéra sa fille d'un air perplexe, puis se dirigea vers la porte. Pourquoi ne descends-tu pas prendre ton petit déjeuner? Si tu veux mon avis, tu devrais te reposer aujourd'hui et laisser un peu tomber ces costumes. Sur ce, elle quitta la pièce. Christie avait en effet beaucoup travaillé durant la semaine précédente, et les costumes étaient presque tous terminés. Les autres filles n'avaient plus que quelques points de couture à faire, et il serait toujours temps mercredi de faire une ou deux retouches. Si cela s'imposait, elle avait besoin de se reposer et de prendre un temps de réflexion. Épuisée, la jeune fille se laissa aller dans son fauteuil. Christie Moncrieff, toujours si fière de son indépendance, s'avouait pour la première fois qu'elle ne pourrait peut-être pas affronter, seule, des problèmes qui dépassaient l'entendement du commun des mortels. Scott l'appela au téléphone, et le son de sa voix lui redonna du courage. Suis-je obligé de rentrer, Prince, tous les soirs dans le Gange? Lui demanda-t-elle. Non, pas vraiment, sauf si tu tiens à ce qu'il reste propre. Sinon les chevaux ne souffrent pas de rester dehors. Tu as dû remarquer ces grandes bottes de foin dans les prés. C'est une précaution que prennent les fermiers l'hiver, au cas où le blizzard les empêcherait de sortir pour nourrir les bêtes. Christie pouvait donc laisser Prince dehors avec un bon tas de foin à sa disposition. De toute façon, elle éviterait la grange et ses ombres menaçantes. Cette solution lui procura un certain soulagement. Ils bavardèrent encore un moment, mais Christie avait du mal à suivre la conversation, même avec Scott. Le soir de la représentation, Christie arriva tôt à la salle de conférence. Elle vérifia les costumes des comédiens et s'assura que tout était en ordre. Elle dut faire une légère retouche sur la robe de Sue Ellen, qui se tint raide, le regard absent. Christie aperçut cependant un changement subtil dans l'attitude de son ennemi, sans parvenir à le définir. À vrai dire, ce n'était pas l'heure d'y réfléchir. Christie rejoindrait Scott dès le début de la pièce. Un sentiment de fierté l'envahit quand Don Quichotte et Sancho Panza apparurent sur la scène dans des costumes qui étaient son œuvre. Une musique de fond accompagnait les deux hommes qui cheminaient sur la route imaginaire conduisant à l'auberge. Première étape de leur long voyage, au bout de la chevalerie, entra bientôt en scène la fille de ferme, l'héroïne de la pièce, Dulcinée. Christie sursauta. Sue Ellen ne portait pas la robe rouge qu'elle avait conçue, mais le tartan porté par les montagnards d'Écosse, le vêtement d'un vert et rouge vif, au ras du cou et cintré à la taille, tombait mal. De toute évidence, il avait été coupé et cousu hâtivement. Sue Ellen avait fini par avoir le dernier mot. Scott chuchota à l'oreille de Christie. C'est le tartan des Lindsay. Elle a voulu montrer par là qu'aucune Moncrieff ne lui imposerait sa façon de s'habiller. Furieuse, Christie devint cramoisie. Sue Ellen venait de la tourner en dérision. La comédienne serait jugée sur son jeu et sa voix.
et la styliste sur ce vêtement grossier et banal. Elle eut soudain l'impression que le temps et l'espace cessaient d'exister. La jeune fille n'était plus assise à côté de Scott dans la salle de conférence transformée en théâtre pour la circonstance, mais dans la grange près de Prince. Elle tendait la main vers le médaillon. Fais-lui regretter son geste, soufflait-elle à l'oreille du cheval. Fais-lui regretter. Et de l'ambre sortit une voix. Oui, ma beauté, oui. Christie murmura à Scott, inquiet devant la soudaine expression de son visage. Tu as l'air bizarre. Que se passe-t-il? Chut, fut une voix derrière eux. Christie tressaillit et recouvra ses esprits. Elle sourit à Scott, tout en hochant la tête pour le rassurer, mais en elle-même, elle était au martyre. La peur de se réveiller de nouveau devant la grange empêchait Christie de trouver le sommeil. Le cadran de son réveil luisait doucement sur sa table de chevet. Il était 3 heures du matin. Un martèlement sourd s'éleva au dehors. Elle tendit l'oreille. C'était un bruit de sabots. La jeune fille se figea. Était-ce Prince ou bien Athan qui galopait? Elle ne se sentait pas le courage de vérifier par la fenêtre. Le bruit s'atténua et le silence revint. Christie ramena les couvertures au-dessus de sa tête et ferma les yeux. Épuisée, elle finit par s'endormir. Mais une nouvelle galopade la réveilla en sursaut. Cette fois, elle crut entendre des sanglots et se remémora l'histoire de Cor Mancrièvre. À ses chevauchées nocturnes, des jeunes filles qui l'enlevaient et dont les plaintes résonnaient dans la nuit. Une fois de plus, elle se reprocha un excès d'imagination. Cor Mancrièvre était mort depuis 200 ans. Il n'y avait certainement aucune chance de le voir jamais réapparaître. Le bruit faiblit, puis disparut. Christie resta aux aguets. Se passait-il quelque chose au dehors? Un cri brisa soudain le silence. Quelqu'un frappait désespérément à la porte d'entrée. Christie entendit son père qui se levait, puis la lumière du couloir s'alluma, et les marches de l'escalier grincèrent sous son poids tandis qu'il se hâtait vers le rez-de-chaussée. Christie se leva à son tour et enfila une robe de chambre. Elle sortit sur le palier et rejoignit sa mère qui s'apprêtait à descendre au rez-de-chaussée. Elles se penchèrent toutes deux par la balustrade et poussèrent un cri de stupeur. Son père avançait dans le couloir en soutenant sous Hélène. Apparemment, frappée d'épouvante, elle portait le tartan qu'elle avait mis pour la pièce, mais le vêtement n'était plus qu'une loque, comme si des mains griffues l'avaient lacéré.